Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 13 heures. Merci de nous choisir pour vous informer. Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des Français de l'étranger, a animé une conférence de presse ici au Mali. De ce point de presse, on retiendra la tenue d'une réunion pour la mise en place de l'aide publique au développement avec notre pays. La conférence a également parlé du retour très prochain des entreprises françaises dans notre pays qui avaient suspendu leurs activités depuis le mois de mars dernier. Le point, c'est avec Mohamed Diarra. Devant des dizaines de la ministre chargée des Français de l'étranger a fait part de toute sa satisfaction de l'évolution de la situation au Mali. Une situation relative aux échanges qu'elle a eus avec les autorités maliennes et les représentants des entreprises françaises au Mali. Ces derniers qui avaient suspendu leurs activités au Mali suite aux événements de mars 2012 sont prêts à les reprendre. La France est convaincue que la feuille de route élaborée par le président de la République par intérim est une solution pour sortir le Mali de cette période difficile. Toutefois, la conférencière n'exclut pas du dialogue entre les Maliens. Le Nord a besoin de parler avec le Sud, de faire en sorte que le Mali puisse avoir cette intégrité territoriale qui soit bien fixée et que chacun ait pu un rôle dans cette réconciliation. Autre nouvelle annoncée par la ministre française, c'est la reprise de l'aide publique au développement avec le Mali. Et la décision est attendue ce mardi 5 février au cours d'une réunion entre les Européens. Cette réunion doit concrétiser cette volonté des Européens et pas simplement de la France à venir en aide au Mali, aide qui avait été stoppée parce que, vous connaissez les raisons. Donc demain doit être décidée en effet la relance de cette aide publique qui est nécessaire parce que quand on parle de sécurité, eh bien, on parle d'économie aussi, les deux sont intimement liés. La ministre a évoqué la décision de la fermeture des établissements scolaires français au Mali. Elle explique cette décision par des mesures de sécurité. La ministre a conclu ses propos en ces termes, je cite, « C'est ensemble que les Maliens pourront relever le défi de la reconstruction ». Après la libération de la ville de Gao, les perquisitions des forces armées de sécurité se poursuivent dans les logements des terroristes, des perquisitions qui ont permis de découvrir l'argent de la drogue des narcotrafiquants dans une ville où sont abandonnés armes, munitions et explosifs destinés à détruire les services publics comme le RTM. Suivant nos envoyés spéciaux Moussa Arimaïga et Aliou Touré. Nous sommes ici à Gao, où au-delà de la désolation et du vent de liberté retrouvé, voilà quelques résultats des perquisitions des forces armées et de sécurité du Mali, soutenues par leurs homologues de la France, dans les logements de certains islamistes dans la ville. Ici, l'argent de la drogue et du narcotrafic. Des paquets et des paquets de billets noirs, abandonnés sur place, dont le processus final permet à la fois de payer et les combattants, mais aussi d'inonder le marché mondial de faux billets depuis Gao. Ça, c'est la preuve que les combattants étaient payés. Les bénéficiaires, c'était Al, Haider, Yahia, Ag, Olog. Voilà, il a signé. Ça, c'est la preuve. Ces documents, ils recevaient, ils démargeaient ici. Voilà la liste. Ça, c'est une liste. Al-Hussein Karo, Al-Kay. Tout ça, c'est des listes, c'est écrit en arabe. Sur ces états de paiement sont visibles des émargements de bénéficiaires avec des montants importants dont certains perçoivent plus de 50 millions de francs. De quoi justifier ce projet terroriste et la mise déjà en circulation de compagnies de transport. Alors que de l'autre côté, comme avec ce panier à roquettes, des armes et des munitions de destruction inondent la ville pour tuer nos forces armées de sécurité, nos paisibles populations et détruire nos infrastructures publiques. Ici, les locaux de l'ORTM, l'Office de radio-télévision de la région de Gao, et dont seuls les murs témoignent encore de la dimension de la furie destructrice du MNLA et de ses alliés, venus pourtant à Gao, selon eux, pour développer le nord du Mali. Il y a quelques jours, 29 officiers, sous-officiers, hommes de troupes ont été mis en liberté provisoire. Cet acte de la justice a provoqué une scène de rassemblement au niveau du camp des commandos parachutistes. Le chef d'état-major général des armées a tenu à apporter des éclaircissements sur le sujet. Du coup, il met en garde
tout ce qui ne respectera pas le règlement de l'armée. Le général de brigade Ibrahima Daïrou Dambélé est au micro de Mariam Sagara. Ça a commencé depuis le 30 avril où il y a eu un contre-putsch. Mais avant qu'il ne déclenche, avant que les éléments du régiment para ne se lancent dans Bamako, j'ai pris contact avec leur commandant de régiment à l'époque, le colonel Abdina Guindo. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y a comme problème. Il dit que ces éléments se sont révoltés et qu'ils veulent monter à Kati. Et si c'est ce qui est la réponse à vos problèmes, montez là-bas et laissez Bamako tranquille. Mais depuis mon arrivée, je vous ai dit que j'ai besoin de ce régiment pour renforcer mon effectif sur le terrain. Aujourd'hui, le Mali n'a pas besoin de tout ça. Il faut inviter vos éléments à rentrer. 2 heures après, c'est le même colonel qui appelle pour dire qu'il a le contrôle de l'ERTM. En faisant quoi? En tuant les forces de sécurité de la garde nationale qui avaient la sécurité de l'ERTM et prendre l'ERTM sous son contrôle et ensuite continuer sur l'aéroport et tuer les éléments de l'armée de l'air qui avaient ce contrôle. Et en ce moment, il nous a appelé pour nous dire qu'il a le contrôle de l'ERTM et de l'aviation. Avec ça, je dis maintenant, il a dépassé le cadre, ce n'est plus la direction de Kati, ça, il a tué des innocents. Mais 48 heures après cet affrontement, le ministre de la Défense a vu qu'il est urgent de les appeler à aller se présenter au niveau de la gendarmerie. L'effectif qu'on a trouvé, on voyait ce côté qu'il était nécessaire de prendre contact avec eux pour leur parler et qu'il y ait plus de sécurité à l'intérieur de Bamako. Donc je me suis déplacé avec les différents chefs d'état-major, aller les voir au camp des parachutistes, leur parler, voilà, nous allons prendre une décision, c'est de vous réaffecter dans d'autres unités. Parce qu'en vous gardant à Bamako, toujours on sera face à ces problèmes. Mais le régiment n'est pas dissous. Après, comme on a ce problème du Nord sous les bras, vous allez partir dans les autres unités et vous allez combattre auprès de vos frères d'armes. Donc après cet entretien, on a pris toutes les dispositions, mettre des cars à leur disposition et prendre tous les états financiers pour les affecter dans leur régiment respectif. Est-ce que tout le monde a rejoint son unité d'affectation? Non, tout le monde n'a pas rejoint. À la date d'aujourd'hui, il y a 417 éléments parmi eux qui ont rejoint les unités d'affectation et il y a plusieurs d'ailleurs même qui sont en train de se battre sur le terrain, que ce soit à Tombouctou, à Gao, avec leurs frères d'armes. Mais il y a une partie qui est restée à Bamako, refusant d'obéir aux ordres des autorités militaires. Comme ils ont refusé de rejoindre et prendre l'habitude de se rassembler tous les jours à l'intérieur du régiment, on a pris les dispositions avec les forces armées et de sécurité pour dégager les éléments qui vont se rassembler. Et avant que je ne mette cette décision en application, j'ai pris contact avec le ministre de la Défense et les différents chefs d'état-major et directeurs de services qui sont de commun accord avec moi. Et pour que ça ne dérange pas nos partenaires qui sont venus pour la mission, j'ai appelé le commandant des forces Serval pour l'informer de la situation. Et tous nos partenaires ont trouvé ça très juste parce que sans discipline, il n'y a pas d'armée. Et ils trouvent d'ailleurs qu'on a mis trop de temps pour gérer ce problème. Et les éléments comprennent, que tout le monde comprenne qu'aujourd'hui, nous sommes en état d'urgence. Et de 2 personnes n'ont le droit de pénétrer dans une caserne militaire sans l'autorisation des autorités militaires. Les travaux de la 7e session ordinaire de la 4e mandature du Conseil économique, social et culturel se poursuivent. La relance de l'économie nationale au centre des travaux. À travers cet exercice institutionnel, le Conseil attend faire des propositions au pouvoir public en vue d'un développement harmonieux. Le compte rendu, c'est avec Mamari Koni. Les crises sécuritaires et institutionnelles que traverse notre pays depuis quelques mois ont précipité l'effondrement du tissu économique. Certaines entreprises ont mis la clé sous le paillasson, ce qui a poussé plusieurs travailleurs au chômage. L'hôtellerie et l'artisanat n'ont pas été épargnés.
Pour apporter des réponses précises aux interrogations, le Conseil économique, social et culturel, en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement, a jugé opportun de débattre de la relance de l'économie nationale. Il s'agit d'une invitation à un exercice institutionnel, républicain des forces vives et de tous les acteurs du développement dont les activités consistent à créer des richesses et à en assurer le partage pour le grand bonheur des peuples. Il faut amener la joie dans les familles et permettre qu'un sourire rajeuni éclaire de nouveau le visage de l'orphelin, de la veuve ou du veuf, et pourquoi pas soigner la blessure de ceux et de celles dont l'intimité et la dignité ont été violées. Au nom du Premier ministre, le ministre du Travail et de la fonction publique chargé des relations avec les institutions a félicité le Conseil économique, social et culturel pour son souci d'apporter des solutions aux problèmes que connaît notre économie nationale. Nous sommes prêts à écouter les acteurs, à connaître leurs difficultés, à voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que, comme je l'ai dit, cette spirale soit enrayée, qu'on reprenne le cercle vertueux de l'investissement, de la création d'emplois, de la création de la richesse. Abordant le thème de la présente session, le ministre de l'économie, des finances et du budget a brossé l'état de notre économie. Il a aussi rappelé les mesures prises par le gouvernement pour contenir les effets de la crise. Nous devons tous nous convaincre également que la relance de l'activité économique et la croissance dépendront beaucoup plus de la performance des entreprises, notamment en termes de productivité et de capacité managériale, que de dérogations fiscales ponctuelles qui sont source de distorsions dans la compétitivité globale de l'économie. Plusieurs communications ont été faites à l'ouverture des travaux par quelques institutions de la République. Il s'agit de l'Assemblée nationale, de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle et du Haut Conseil des collectivités. Les intervenants ont tous insisté sur la pertinence du thème de cette 7e édition ordinaire du Conseil économique, social et culturel, dont les travaux dureront 2 semaines. Séance de travail entre le ministre délégué auprès du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire et le conseil du district. Objectif, analyser la conduite de la gestion publique et les différentes préoccupations actuelles de notre pays. Les participants ont saisi cette occasion pour remettre un chèque de 10 millions de francs CFA au ministre dans le cadre de l'effort de guerre. Garibou Pérou, reportage. La libération définitive des zones occupées, l'organisation d'élections transparentes et la gestion du quotidien des Maliens, voilà en substance le sens de cette rencontre. Elle a permis aux autorités communales d'échanger et d'analyser sur l'action gouvernementale afin de converger vers un développement durable. Cette volonté des élus ne peut être effective que lorsque population, gouvernement et partenaires se donnent la main. La décentralisation, c'est le pouvoir des populations. Mais il faut que les populations acceptent de venir travailler avec les maires. Du gouvernement, je demande très sincèrement encore un engagement politique plus fort. Il faut nécessairement une volonté politique plus forte pour que les résistances au changement puissent être domptées. On fait des textes pour la décentralisation, elles ne sont pas exécutées. Plusieurs autres problèmes ont été évoqués par les chefs de service dans leur domaine de compétences. Il s'agit des questions relatives à l'assainissement, à l'anosotrama, à la gestion des éclairages publics, entre autres. Nous avons la synthèse, le G17, de toutes ces rencontres-là au niveau du gouvernement du district pour sortir un document que nous pourrons utiliser afin d'élaborer une communication, soit sous forme de communication verbale ou sous forme de communication écrite, pour que le gouvernement soit réellement informé des problèmes qui existent au niveau du district de Bamako. Pour une population estimée à 2 millions avec un taux d'accroissement de 5,4%, l'environnement économique, social, sanitaire, éducatif de Bamako mérite d'être repensé selon le maire du district de Bamako. Auparavant, les conseillers ont profité de cette rencontre pour remettre un chèque de 10 millions de francs CFA comme contribution à l'effort de guerre au ministre. Visite du ministre de l'Environnement et de l'Assainissement aux autorités militaires de Ségou. Ousmane Agrissa a réitéré les encouragements du gouvernement et du président de la République à nos forces armées et de sécurité. Nous l'écoutons au micro de Kandissila. Il faut dire que nous sommes honorés au jour d'aujourd'hui. Et cela, nous le devons à notre armée, notre vaillante armée, qui a enclenché
des opérations de reconquête des régions occupées. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, je suis très heureux de dire que Gao est reconquis sous contrôle, que Tombouctou est sous contrôle, et que nous pouvons vraiment considérer que vraiment la reconquête du Nord est déjà gagnée. Donc c'est ce sentiment de fierté, d'honneur qui m'a poussé ici à venir saluer le commandement militaire, accompagné de monsieur le gouverneur de région, pour leur porter le message du président de la République, le message de son Excellence monsieur le Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement, un message de soutien indéfectible, un message d'accompagnement, d'appui, et surtout, un message en tout cas de disponibilité pour faire en sorte que l'ensemble des Maliens réussissent l'union sacrée autour de notre armée. La police de Kadiolo vient de mettre la main sur des voleurs et receleurs de motos. Daouda Diakité, les détails. Son nom Madou Traoré, alias Madouni, natif du Folona, cet individu s'est spécialisé dans le vol à main armée. Il évoluait sur les axes Zegwa-Kadiolo ou Kadiolo-Fourou ou encore Fourou-Alhamdulillah, un site d'orpaillage à la recherche d'engins à deux roues comme les motos Jakarta. Armé d'un pistolet artisanal, il s'aimerait dans le chemin des éléments du commissariat de police de Kadiolo. C'était dans la nuit du 19 au 20 janvier 2013. Nous avons interpellé vers 2 h du matin le nommé Mamadou Traoré alias Madni en possession d'un revolver de 9 mm. Ces enquêtes minutieusement menées par mon unité ont permis à retrouver 10 motos et il a pour receleur Noum Ouattara qui est le premier receleur, le second receleur Taïrou Ouattara. Donc c'est une sorte de blanchiment d'argent, de vol et recel, d'association de malfaiteurs et détention d'illégales d'armes. Un important butin désormais entre les mains de la police du Folona qui invite les populations à une grande collaboration en ces moments difficiles pour notre pays. La police est là pour la population. Nous n'avons pas d'autre mission que sécuriser leurs personnes et leurs biens, assurer leur liberté d'aller et de retour, et que les renseignements, que cette population croit que seul le renseignement, à travers le renseignement, nous pouvons vaincre. Remettre les populations victimes dans leurs droits, Madouni et ses complices iront méditer sur leur sort après avoir été présentés à la justice. Du sport football, les affiches de demi-finale mercredi 6 février sont déjà connues. Ghana, Burkina Faso, Mali, Nigeria, ces pays se sont imposés lors des quarts de finale qui ont suscité d'ailleurs beaucoup de réactions dans les rues. Toutes les prières n'y feront rien. Sur cette place d'un quartier populaire d'Abidjan, les supporters assistent au naufrage face au Nigeria. La fameuse génération dorée du football ivoirien, emmenée par Drogba, manque une fois encore le grand rendez-vous du continent, colère. À chaque fois, il nous faut perdre. Quand tu es, c'est la déception à la fin. On est fatigué maintenant. Qui reste là-bas? Qui essaient de passer à nous, aux parents. Nous, on pleure chaque année. Ils se foutent de nous. Parce que je n'arrive pas à comprendre qu'ils sont là. Il y a tout un pays derrière eux en train de les supporter et ils ne se donnent pas à fond. Ça fait mal. C'est la honte. C'est la honte. Et le Mali est un exploit déjà réalisé en 2012, mais cette année, la victoire a une saveur particulière. Les cris de Vive la France ont été remplacés par Vive les Aigles. Les joueurs avaient promis de célébrer à leur manière l'arrivée de troupes étrangères au pays. Les Bafana en ont fait les frais. Félicitations au Mali. Ils sont classés 3e en Afrique et 20e au niveau mondial. C'est une équipe fantastique. On les a dominés, nous avons marqué un but, on aurait pu en marquer un ou deux autres, mais ça s'est terminé au tir au but sur une grosse déception. Ambiance beaucoup plus festive à Ouagadougou. Longtemps abonnés aux dernières places, les étalons ont rendu leur fierté footballistique à tout un peuple. Ils éliminent le Togo d'Adebayor. La dernière fois qu'ils avaient atteint les demi-finales, c'était il y a 15 ans.
La chronique santé du jour s'intéresse à une tumeur qui fatigue plus de 20% des femmes de plus de 30 ans, pouvant être la cause de douleurs, de saignements, d'avortements répétés et même d'infertilité. Le fibrome est plus rencontré chez les femmes du continent que chez celles à la peau blanche. Focus Santé, une réalisation de Tchessera Dabeli. Le fibrome utérin est une tumeur non cancéreuse se développant au niveau de l'utérus, cela de façon isolée ou en groupe. Apparaissant généralement chez les femmes après l'âge de 30 ans, sa taille peut varier de la grosseur d'une bille à celle d'un pamplemousse ou plus. Voici par exemple les images de quelques fibromes enlevées ces dernières années à l'hôpital Gabriel Touré de Bamako. 20% des femmes de 30 ans qui n'ont pas d'enfants. Dans la féminine, 1 à 4% des femmes enceintes ont un fibrome. Pour ce qui est de l'origine de cette tumeur, peu de facteurs sont reconnus avec certitude. Le fait de ne pas avoir d'enfants est un facteur de risque. À côté de ça, on a également d'autres facteurs favorisants, surtout la race. On a constaté que la femme noire fait 3 à 4 fois plus de fibromes que la femme blanche. Également, nous avons d'autres facteurs, surtout au niveau de la filiation. Voilà. Nous avons des facteurs familiaux qui sont là, les prédispositions génétiques qui peuvent aussi conférer vraiment à l'avènement de ces fibromes-là. À cela s'ajoute l'obésité. Par ailleurs, la présence discontinue de certaines hormones favorise l'apparition du fibrome. Ainsi, en fonction de leur localisation, les fibromes se classent en 3 groupes. Ceux qui se logent dans la paroi de l'utérus, ceux qui croissent vers l'extérieur et ceux qui siègent dans la cavité utérine elle-même. La plupart d'entre eux n'ont pas de signes particuliers, ce qui n'est pas le cas pour les fibromes logés dans la cavité utérine. Si c'est à l'intérieur sous-muqueux, la femme le plus généralement elle va avoir souvent des douleurs, parce que c'est une douleur chronique, c'est-à-dire elle va avoir toujours mal au ventre. Chaque fois elle se plaint de ces douleurs-là. Ou bien elle va faire des saignements à répétition. À chaque fois la femme se dit, à chaque fois j'ai mes règles, chaque fois j'ai mes règles. En dehors des menstruations. En dehors des menstruations, effectivement. Donc, les règles vont s'approcher pour elle, c'est des règles. Donc, dès qu'on voit comme ça, c'est ça qui va l'inciter à venir consulter le médecin. Et c'est là où on va voir des signes cliniques. Mais le diagnostic réel, définitif, est posé par l'échographie. En fonction de sa localisation et de sa taille, le fibrome utérin, même s'il est qualifié de bénin, peut créer des désagréments. Le fibrome peut d'abord, par les saignements que j'ai dit, entraîner l'anémie. Et l'anémie là peut être sévère lorsque les saignements sont abondants et à répétition. Donc, c'est dans ces contextes que ces femmes anémiées viennent nous voir et qu'il faut faire la prise en charge immédiate de cela. En dehors de ça, la douleur aussi est une complication où à chaque fois la femme se plaint de cette douleur, elle ne peut même pas travailler. Mais en dehors de ça, vous avez des complications surtout sur la fertilité de la femme. Également, ces mêmes fibromes, lorsque la grossesse est là, ça peut aller au terme, mais ça peut compliquer l'accouchement. De la taille et de la localisation dépend la prise en charge qui peut aller de la gestion de l'anémie provoquée par les saignements à l'intervention chirurgicale en passant par la gestion de la douleur que la tumeur peut provoquer à un certain stade. Tout compte fait, les médecins disent qu'on n'enlève pas un fibrome muet, autrement dit, on n'opère pas un fibrome qui n'a pas commencé à gêner. Fin de ce journal. La grande édition sera une présentation de Amadou Sankaré. Merci de nous rester fidèles. À demain. Bon appétit.